Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. À suivre cet après-midi sur notre antenne la suite de l'examen du projet de loi Hôpital, Patients, Santé et Territoire. L'ordre du jour du Sénat a été modifié pour que les sénateurs puissent continuer l'examen de ce texte. Cet après-midi, la discussion reprend sur la question des agences régionales de santé. Leur création a été entérinée la semaine dernière par les sénateurs. Reste en débat la coordination entre l'hôpital, la médecine de ville et le secteur médico-social. Tout de suite, donc, direction l'hémicycle. Bonne séance à tous. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et au territoire. Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'amendement numéro 1046 au sein de l'article 26. Et pour cet amendement numéro 1046, Monsieur Lemaine a la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, cet amendement a pour objet de préciser que le secteur médico-social ne se limite pas aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Il est important de mentionner en effet les structures qui interviennent en direction de personnes confrontées à des difficultés spécifiques, qu'on accueille par exemple dans les appartements, dans le cadre de la coordination thérapeutique, dans les lits de halte garderie, dans les CARU, dans les XAPA. Le 9 de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles mentionne les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle, ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées lits, haltes, soins santé et les appartements de coordination thérapeutique. Donc, notre amendement souhaite que ces différentes structures puissent entrer dans le cadre de cette législation. Merci, mon cher collègue. Quel est l'avis de la Commission ? Madame la Présidente, bonjour et bonjour à tout le monde et bonne journée à tous. Cet amendement 1046 semble satisfait. Alors on va attendre la réponse de la ministre sur le sujet pour se faire un avis complet. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Effectivement, l'ensemble des catégories d'établissements que vous souhaitez insérer est déjà prévu par la mention à ce même alinéa de l'article L. 314.3.3 du Code de l'action sociale. C'est un article qui les cite tous expressément, ce qui fait que, en fait, votre proposition est complètement satisfaite par la rédaction actuelle. Pourquoi je vous demanderai le retrait, monsieur ? Monsieur Lemaine, vous retirez votre amendement. Merci. L'amendement 912 est défendu par Monsieur Autain ou Monsieur Fischer. Monsieur Autain. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Non, très bien. Non, simplement, nous sommes réjouis de voir que l'Assemblée nationale avait comblé une lacune en prévoyant que l'ARS serait compétente pour créer ce fameux service unique d'aide à l'installation qui était prévu depuis très très longtemps, puisque je crois que c'est le plan démographie 2006 de votre prédécesseur qui le prévoyait. Mais comme d'habitude, le gouvernement dans ce domaine n'a rien fait, et il faut donc que ce soit les parlementaires qui prennent l'initiative. Écoutez, c'est volontiers que les parlementaires prennent ce rôle, mais enfin, ce que je voulais dire, c'est qu'il me semble qu'il aurait été préférable de prévoir que les ARS ne fassent pas que contribuer à la création de ce service, mais prennent l'initiative de la création de ce service. C'est le sens de l'amendement. Nous faisons simplement que substituer créer à contribue, et nous ajoutons aussi quelques mots concernant le concours des collectivités territoriales concernées, car nous pensons que ce guichet unique ne peut être mis en œuvre sans les collectivités territoriales, puisque vous savez que ce sont les collectivités régionales ou locales qui mettent en œuvre ces mesures qui sont susceptibles, enfin qui sont créées pour faciliter l'implantation des médecins dans les zones sous-médicalisées, sous-densifiées. D'ailleurs, l'IRDES, en 2003, avait recensé 137, au total, 137 mesures
régional ou local. Alors, il est évident que pour s'y retrouver, les étudiants ont besoin de ce guichet unique. Donc, oui au guichet unique, mais nous souhaiterions que l'ARS prenne une part plus importante dans la création de ces guichets uniques avec le concours des collectivités territoriales. Pardon. Merci, mon cher collègue. L'avis de la Commission? Merci Madame la Présidente. La Commission a jugé qu'on ne pouvait pas contraindre les collectivités territoriales à participer à un service unique d'aide à l'installation si elles préféraient agir indépendamment de l'ARS pour l'octroi de certaines aides. C'est pourquoi la Commission a préféré, elle contribue, plutôt à elle créer, et a émis un avis défavorable. L'avis du gouvernement, Madame la Ministre? Oui, Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, d'abord, je salue tous et toutes ici en cette reprise de nos travaux. Même argumentation pour la participation des collectivités territoriales. Vous êtes tous ici les défenseurs de ces collectivités territoriales, on ne saurait rien leur imposer au motif de subsidiarité. Il y a un deuxième point sur lequel je ne suis pas d'accord avec Monsieur Autain, c'est que, évidemment, dès 2006, mes services ont demandé aux missions régionales de santé, les MRS, de mettre en place, en concertation avec les collectivités territoriales, des guichets uniques à disposition des professionnels de santé pour qu'elles aient justement cet interlocuteur unique. Et bien entendu, nous reprendrons les missions des MRS qui feront intégralement partie des agences régionales de santé. J'entends, certes, on peut reconnaître certaines insuffisances, on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Je compte amplifier, grâce aux agences régionales de santé, ces missions de guichet unique qui sont effectivement tout à fait indispensables. Et la rédaction actuelle du projet de loi correspond évidemment, bien entendu, à votre volonté, Monsieur le Sénateur. C'est la raison pour laquelle j'y suis non pas défavorable, mais disons votre objectif est déjà satisfait. Monsieur Autain, est-ce que vous maintenez votre amendement? Ministre, je vais retirer mon amendement, mais après avoir dit qu'il ne s'agissait pas d'imposer quoi que ce soit aux collectivités territoriales, mais simplement de faire en sorte qu'elles participent avec le directeur général de l'ARS, au même titre qu'elles participaient avec les missions régionales, à l'élaboration de ces schémas. Voilà. Je vous remercie. Oui. Nous passons maintenant à l'amendement numéro 1156 rectifié que défend Monsieur Barbier. Oui, merci Madame la Présidente, mes chers collègues, Mesdames les ministres. Oui, cet amendement a pour but, de manière générale, je suis intervenu déjà plusieurs fois, ce que dans le cadre de la sécurité et de la qualité de l'organisation régionale, les ordres des médecins, pharmaciens, dentistes puissent être associés à la mise en place de cette politique. D'une manière, ils sont à peu près systématiquement écartés. On a réussi à introduire la semaine dernière la participation des professionnels de santé. Je crois que les ordres régionaux peuvent avoir quand même un rôle à jouer, ne serait-ce que dans le respect des codes de déontologie des uns et des autres. Et cet amendement vise également à compléter l'utilisation des produits de santé par les actes médicaux et paramédicaux et au bon usage des médicaments qui ne figurent pas dans le texte et qui constituent quand même un problème très important concernant l'organisation de la santé régionale. Merci. Quel est l'avis de la Commission? Madame la Présidente, la Commission souhaite un retrait, sinon elle émettrait un avis défavorable à cet amendement, car elle considère qu'il n'est pas de la mission des ordres professionnels d'avoir une mission de contrôle technique. Madame la Ministre. Oui, effectivement, ce n'est pas du rôle des ordres d'avoir une mission de contrôle technique. Néanmoins, je souhaite qu'ils soient associés. Et sans reprendre exactement ce que dit M. Barbier, je souhaite que son souci que l'ARS travaille en bonne coordination avec les ordres professionnels soit pris en compte, chacun dans son rôle, bien entendu. C'est la raison pour laquelle je vais proposer par un amendement
lors de l'examen du titre 2 à l'article 19 ter, je vais proposer un amendement qui va prévoir explicitement la consultation du Conseil de l'ordre des médecins par l'ARS sur les sujets et questions qui relèvent de ses compétences. Alors donc, si vous pouviez retirer cet amendement au bénéfice de ce que je vous présenterai dans quelque temps, du moins je l'espère, aujourd'hui peut-être, je vous en serai reconnaissante. Alors, pour ce qui concerne le champ de compétences de l'ARS, le champ de veille de l'ARS couvre les produits de santé dont les médicaments font partie intégrante, et de la même façon, les agences seront compétentes dans le domaine des actes médicaux, acception qui recouvre aussi bien les actes pouvant être faits par des médecins que par des auxiliaires médicaux. Donc la définition qui est donné par le Code de santé publique couvre bien le champ que vous souhaitez voir couvert par les responsabilités des ARS. Donc là aussi, si vous pouviez retirer des amendements, cet amendement, puisque nous le satisferons un peu plus loin. Monsieur Barbier. Oui, compte tenu des explications, bien entendu, je fais confiance à Madame le ministre en ce début de semaine. Je suis saisie d'un amendement et d'un sous-amendement faisant l'objet d'une discussion commune pour l'amendement numéro 879 soutenu par Monsieur Desessard. Madame la Présidente, Mesdames les ministres, Monsieur le responsable de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues, donc il y a eu 3 amendements de retirés là. Donc quel va être le destin de mon amendement? J'ai eu le plaisir de découvrir un sous-amendement du gouvernement. Je dois dire que c'est la première fois depuis que je suis dans cet hémicycle. Donc vraiment la semaine commence bien, on va dire. J'espère qu'il y aura un avis positif à mon amendement et qu'il va recueillir l'assentiment de l'ensemble de notre Assemblée. Aussi, puisqu'il est si important, je ne vais pas tarder à le présenter. Je souhaite insérer un alinéa ainsi rédigé. Les agences régionales de santé veillent à assurer l'accès aux soins de santé et aux services psychosociaux des personnes accueillies en centre d'hébergement d'urgence. Cet amendement propose de préciser les missions et compétences de l'ARS en matière d'offre de services de santé afin de garantir l'accès aux soins des personnes accueillies en centre d'hébergement d'urgence. Chaque hiver, les autorités sanitaires lancent des appels d'offres pour l'accueil des personnes sans abri. De nombreuses associations y répondent et assurent l'accueil, les repas du soir et du matin et offrent un accompagnement dans la mesure de leurs moyens, notamment pour faire valoir les droits à la CMU, aider aux démarches administratives, rassembler les documents. Selon une étude de l'INSEE de 2003, je n'en ai pas trouvé d'autres depuis, 63% des usagers de ces services d'aide souffrent d'une maladie grave ou chronique. Je dis bien 63%. Ces personnes très précaires souffrent de pathologies liées à l'indigence et au froid, maladies respiratoires, bronchite chronique, asthme, tuberculose, affections du système digestif, maladies du foie et troubles du comportement alimentaire, maladies de la peau, eczéma, mycose, psoriasis. Ils souffrent également de maladies psychologiques récurrentes. Un quart des usagers des services d'aide souffrent de dépression et on dénombre de très nombreux suicides. Les addictions au tabac et à l'alcool font également des ravages importants. Toutes ces pathologies nécessitent des diagnostics professionnels, d'autant que certaines de ces maladies peuvent se soigner, comme le diabète ou l'hypertension, mais nécessitent un suivi dans la durée. En revanche, l'évolution sans soin de ces pathologies, outre les profondes détresses physiques et mentales, peut conduire à un état de santé extrêmement dégradé, nécessitant des soins beaucoup plus lourds et coûteux et laissant parfois des séquelles irréversibles. Il nous semble donc essentiel que les ARS aient pleine compétence en matière d'organisation de l'accès aux soins des populations les plus précaires et les plus fragiles de notre société. C'est à la fois indispensable sur le plan humain et rationnel du point de vue de la santé publique. En ce qui concerne le sous-amendement du gouvernement,
C'est un sous-amendement qui vient préciser les catégories de personnes considérées vivant en situation de précarité et d'exclusion et qui recouvre un champ plus large que les seules personnes accueillies en centre d'hébergement d'urgence, en incluant l'ensemble des structures d'accueil social et médico-social et des formes d'hébergement ou de logement adaptées. C'est donc un élément positif qui vient renforcer les compétences des ARS pour mettre en place une politique de santé publique en direction des personnes sans abri. Je vais un peu au-delà, mais je voulais quand même dire que j'accueillais avec une opinion très favorable le sous-amendement du gouvernement. Merci, mon cher collègue. Le sous-amendement 1318 du gouvernement. Oui, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs, comme vient de le dire Monsieur le sénateur Dessessart, d'abord lui dire que, bien évidemment, l'amendement qui vise à préciser effectivement l'accès aux soins des personnes accueillies en centre d'hébergement d'urgence montre tout l'intérêt porté et que nous partageons à la prise en compte de l'accès aux soins des plus démunis dans le cadre des dispositifs mis en place par cette loi Hôpital, Patients, Santé, Territoire et l'organisation des agences. Simplement, comme vous l'avez rappelé, Monsieur Dessessart, au travers de votre proposition d'amendement, il nous a semblé utile de ne pas exclure une partie des populations en situation de précarité. C'est pourquoi dans ce sous-amendement que nous vous proposons, notre souhait, c'est d'insérer effectivement à la place d'accueillis en centre d'hébergement d'urgence les mots en situation de précarité ou d'exclusion, accueillis dans les structures sociales ou médico-sociales, ainsi que les lieux d'hébergement ou les logements adaptés, ce qui permettra de ne pas exclure une partie des publics les plus en précarité, les plus en détresse de notre territoire, dans le cadre de cette politique portée par Roselyne Bachelot, moi-même et bien sûr par tout le gouvernement. Voilà. Merci, Madame la Ministre. L'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Madame la Présidente, merci. L'amendement et le sous-amendement. Oui, les deux, oui. Je vais les prendre un par un. D'abord, l'amendement de Monsieur Dessessart, le 879. Si c'est une préoccupation qui est extrêmement louable, elle est couverte quand même par les dispositions prévoyant l'élaboration d'un programme relatif à l'accès à la prévention aux soins des personnes les plus démunies que l'on trouve à l'article L1434-1 du texte de loi, page 123 pour être précis. Et il est par ailleurs impossible de préciser dans le détail, dans la loi, toutes les missions de l'ARS, surtout à cet article qui en donne déjà une définition très générale. Donc, pour l'amendement du gouvernement, nous considérons, la Commission a donc émis un avis défavorable à l'amendement de M. Dessessart, 879, et elle considère que l'amendement du gouvernement, le 1318, qui illustre les risques des inérations qui ne sont jamais complètes, elle considère que par cet article 1434-1, il est satisfait. Oui, Monsieur le Président. Oui, Madame la Présidente, je crois que l'amendement de notre collègue Dessessart est important parce que nous savons fort bien qu'il ne suffit pas de voter une loi contre la lutte, contre la précarité, contre l'exclusion pour permettre véritablement l'accès aux soins des populations les plus défavorisées. Et je me souviens fort bien, avec Valérie Létard, l'avoir accueilli lorsque nous étions sur cette loi à Lyon et avoir visité des centres d'hébergement d'urgence pour apprécier les conditions dans lesquelles ceux-ci, d'une part, fonctionnaient, les moyens dont ils disposaient. Et on sait bien que, c'était l'exemple que nous avions eu, la plupart du temps, il y avait dans le suivi notamment de ces populations une très grande difficulté parce qu'ils n'étaient pas constamment ouverts, les lieux, l'accueil n'était pas constant et à partir de là, c'est un des problèmes. Et je crois que, à la lumière de la crise qui explose, on voit naître toute une série de catégories, notamment de la population, qui se trouvent avec des difficultés nouvelles. On a même vu surgir notamment l'idée de pauvreté laborieuse, c'est-à-dire on peut très bien avoir aujourd'hui des ressources, eh bien cela ne suffit pas pour vivre dans des conditions dignes et c'est un des points qui mérite d'être repris et je crois que là, il y a beaucoup à faire parce que, au-delà des discours, il faut des actes
Et cela, eh bien, mérite d'être pris en compte. Et je crois que quand on voit, par exemple, notamment pour les jeunes qui se trouvent confrontés à de multiples difficultés, eh bien, la ressource moyenne sera-t-elle de 600 € avec le RSA, etc. Donc ce sont autant de difficultés qu'il convient d'aborder et de mettre dans la loi, d'insister. Bon, monsieur le rapporteur nous dit que ça y est déjà, mais moi je préfère voter l'amendement des Césars. Merci, monsieur Cazot. Oui, je faisais partie aussi de l'expédition de Lyon avec Guy et Madame la secrétaire d'État, sur un travail qui n'avait pas d'ailleurs totalement été bien reconnu à l'époque. Enfin, il semble que ça évolue. Bon, je dirais que l'amendement de notre collègue Desessert me paraît excellent parce qu'il est précis. Il précise quand même les choses sous-amendées par le gouvernement. Il précise bien les choses et il les cible exactement dans leurs objectifs, alors que l'argumentation de monsieur le rapporteur m'a paru assez faible parce qu'elle fait référence à un article assez généraliste à mon avis. Donc nous sommes favorables à cet amendement et à ce sous-amendement et nous le voterons. Merci. Monsieur Desessard a demandé la parole. Je suis échaudé par quand même un certain nombre de médecins qui refusent de prendre des malades qui sont assez émus. Hein, on sait très bien que ça existe. Donc, si ce n'est pas réaffirmé qu'il faut faire quelque chose vers les plus pauvres ou les plus précaires, c'est inquiétant parce que ça veut dire que tout le monde le fait bien aujourd'hui, monsieur le rapporteur, ce qui n'est pas vrai. Hein. Donc, que ça soit réaffirmé comme priorité, ça me semble nécessaire. D'autant que je lis l'article. Alors peut-être qu'en début de semaine, j'ai du mal à comprendre. Mais ça serait quand même surprenant. Hein. Vous dites le 1434.1. Bon, je trouve rien sur la précarité et l'exclusion. Donc je vais au 1434.2. Où là, je trouve quelque chose, page 123. La page était bonne. Et vous dites le plan... Oui, mais vous étiez déjà trompé dans l'article, hein, dans le numéro. Bon, peu importe. Le plan stratégique régional de santé prévoit des articulations avec la santé au travail, la santé en milieu scolaire et la santé des personnes en situation de précarité et d'exclusion. Ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est en articulation, ça veut dire on le fait avec. Alors que là, on dit vraiment que les agences régionales de santé ont un objectif de s'en occuper. Et je reprends les chiffres que j'ai développés, 63% des personnes précaires sont atteintes de maladies, ce qui veut dire que c'est utile pour ces personnes-là et c'est utile aussi pour les finances, puisqu'on sait très bien que si elles ne sont pas soignées à temps, cela va coûter 5, 10, 20 fois plus cher quelques mois ou quelques années plus tard. Donc c'est à la fois un argument économique, un argument social et un argument humain. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'il faut articuler dans un plan stratégique. C'est une réaffirmation. Donc, monsieur le rapporteur, hein, bon, vous pouvez continuer effectivement dans votre démarche de dire qu'on ne doit pas prendre cette catégorie-là avec attention et de façon spécifique, mais ce serait vraiment dommage. Monsieur le Président Abou. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, j'ai bien compris, cher Jean Desessard, quelle est votre volonté, mais le rapporteur a raison, car même si à la page 123, ceci n'apparaît qu'à travers le plan stratégique régional de santé, il n'en est pas moins vrai que ça concerne au moins là l'ensemble des exclusions et des précarités et des situations de précarité. À l'inverse, votre amendement voudrait dire quoi? Voudrait dire que nous n'avons à prendre en compte cette précarité que lorsqu'elle s'exprime à la suite d'un hébergement en centre d'hébergement d'urgence. Et là, c'est notre véritable stupéfaction. Mais même, et alors le sous-amendement de la ministre est un sous-amendement de génie, puisqu'il dit, vous oubliez aussi les appartements mais il n'y a pas de précarité uniquement dans les centres d'hébergement d'urgence ou dans les appartements. Il y en a dans la rue. Est-ce que, par votre amendement, vous souhaitez dire clairement qu'en aucun cas, il relèvera des ARS le soin de prendre en compte la précarité et l'exclusion lorsqu'ils s'expriment en dehors des centres d'hébergement? Bien entendu que non, mais bien sûr. C'est pour ça qu'il faut voter contre l'amendement de, malheureusement, Dieu sait si j'apprécie Jean Desessard, mais contre son amendement qui irait à l'encontre du but qu'il cherche à atteindre. Donc je souhaite
par pitié, que Jean de César retire son amendement, ce qui évitera de voter contre le sous-amendement de la ministre, qui malheureusement ne nous donne pas pleinement satisfaction. Madame la ministre. Effectivement, en même temps, je rejoins complètement en fait l'amendement, mais même je pense que tout le monde partage le souci effectivement de prendre en compte les personnes en situation de précarité. Maintenant, si, comme vous l'avez dit, il ne faut pas omettre une partie des personnes qui sont en situation de précarité ou d'exclusion, on peut peut-être à ce moment-là préciser en deux temps le sous-amendement pour faire en sorte de faire ressortir donc non seulement en situation de précarité ou d'exclusion, et particulièrement ou notamment accueillis dans les structures sociales ou médico-sociales pour insister sur une partie de ces publics qui sont effectivement dans des situations qu'il est nécessaire de préciser. Mais là où, Monsieur le Président, vous avez raison, c'est qu'il faut veiller à ce que dans la rédaction ne soient pas effectivement omises certaines personnes en situation de précarité. Peut-être que dans la rédaction, nous pouvons essayer de faire ressortir ces populations qui sont les plus exclues, qui sont dans des structures d'accueil et d'hébergement d'urgence, en complément ou en tout cas en spécifiant les choses et en marquant l'intérêt porté sur celles-là. Maintenant, voilà. Oui, Monsieur le Président. Monsieur le Président Abou, le rapporteur. Juste dire que je demanderai à la ministre plutôt de s'arrêter après exclusion, car il me semble qu'on doit prendre en compte tous ceux qui sont en situation de précarité ou d'exclusion, et pas d'un coup en disant notamment ou particulièrement ceux qui sont accueillis. Je dirais que particulièrement ceux qui sont accueillis, ils ont dans leur malheur encore cette chance, mais il y en a qui ne le sont même pas, donc j'aurais tendance à dire notamment ceux qui ne sont même pas accueillis. Donc vous voyez bien qu'il vaut mieux, pour éviter des erreurs des non-sens ou des contresens, s'arrêter purement et simplement après exclusion dans le sous-amendement de la ministre. Monsieur le rapporteur. Oui, je rejoins complètement le président Abou en réaffirmant ici que depuis le départ, depuis que nous examinons cette loi, nous essayons de faire en sorte de ne pas avoir d'énumération, sachant qu'une énumération entraîne toujours des choses qu'on oublie. Et ceux qui sont oubliés, il faudra revenir par la suite dessus et c'est pas évident. Donc nous préférons être un petit peu plus généralistes pour n'oublier personne que d'aller dans l'énumération profonde. Donc si on mettait le texte, il faudrait s'arrêter après ou d'exclusion. Madame la ministre. Si cet amendement permet effectivement, après discussion, et je pense que vous avez raison, il ne faut omettre aucune, en tout cas aucune part de la population en situation de précarité. Donc si on peut effectivement modifier et rectifier en tout cas le sous-amendement pour faire en sorte que ça ne soit pas le cas, je pense qu'on satisfait à Monsieur Desessard et on revoit la rédaction proposée par le gouvernement de la façon effectivement la plus protectrice possible et en insistant particulièrement sur ce que visait Monsieur Desessard et qui me paraît aller dans le bon sens, c'est celui de la mise en exergue d'une partie de la population qui souffre plus particulièrement encore en ce moment et on voit bien là tout l'intérêt du débat et du travail parlementaire. Merci. Merci Madame la Ministre. Je vais faire voter sur le sous-amendement du gouvernement rectifié comme vous l'avez proposé. Ceux qui sont favorables à son adoption voudront bien lever la main. Rectifié, n'est-ce pas? Ceux qui sont contre, il n'y en a pas, abstention. Donc le sous-amendement est accepté. Maintenant, l'amendement 879 de Monsieur Desessard, vous le maintenez, Monsieur Desessard? Oui? Bien, bien. Je fais voter sur votre amendement. Ceux qui sont favorables pourront bien l'exprimer. À l'unanimité, c'est très bien. Je vous remercie. Et nous passons à l'amendement 1327, présenté par le gouvernement. Comme ce sont les mêmes participants au débat que mercredi dernier, le pont de l'Ascension a peut-être fait que certains ont besoin d'avoir la mémoire un tout petit peu rafraîchie, mais beaucoup se souviennent effectivement de la rédaction du président Abou qui avait fait la quasi-unanimité pour l'article L 1434-11.
Et l'article L 1434-11 prévoit que le programme régional de gestion du risque pour lequel l'ARS est compétente, ouvrez les guillemets, reprend les actions nationales et comprend des actions régionales complémentaires. Et il faut évidemment que cette rédaction soit reprise à l'article L 1432-2. Donc c'est un amendement de cohérence avec ce qui a été voté mercredi dernier. Merci. L'avis de la Commission. Favorable, Madame la Présidente. Alors, je fais voter sur... il n'y a pas d'explication de vote. Je fais voter sur cet amendement. Ceux qui sont favorables l'exprimeront en levant la main. Ceux qui sont contre, pas d'abstention. Il est donc adopté. Et l'amendement 209 rectifié, présenté par Madame Payet. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, cet amendement est un amendement de coordination à l'amendement qui a été adopté à l'unanimité à l'article 3 et qui prévoit que les contrats d'établissement comportent non seulement un volet social mais également un volet culturel. Depuis plusieurs années, les nombreuses expériences qui ont été menées dans les établissements de santé en matière culturelle l'ont été sur le fondement de la convention signée entre le ministère de la Santé et le ministère de la Culture le 4 mai 1999 qui définit un programme culture à l'hôpital et qui a posé les premiers jalons. Le protocole du 10 janvier 2006, signé entre les deux ministères, a renforcé cette dynamique. Ce programme s'est concrétisé par des conventions signées entre les ARH et les DRAC. Des programmes ont également été mis en place avec des collectivités territoriales. Comme l'a expliqué déjà ma collègue Catherine Morin-Desailly, ces dispositifs ont montré tout leur intérêt et pris leur place dans le cadre du projet d'établissement de nombreux hôpitaux. Aussi nous semble-t-il utile de préciser par cet amendement que les nouvelles agences régionales de santé, en lien avec les DRAC, pourront, dans la continuité de ce que faisaient les ARH, jouer un rôle d'impulsion et d'initiative. C'est le sens de l'amendement que ces cosignataires vous demandent d'adopter. Merci, mes chers collègues. L'avis de la Commission. Madame la Présidente, la culture a déjà été introduite dans l'article 3 au niveau des CEPOM, dans le cadre des contrats. La Commission a considéré que cet amendement 209 rectifié était satisfait. Elle en demande le retrait, ou ce serait un avis défavorable dans la mesure où on l'a déjà mis dans l'article 3. Madame la Ministre. Oui, oui, Madame. Madame la sénatrice, effectivement, c'est, comme l'a dit excellemment le rapporteur, nous avons satisfait cette volonté à travers l'examen du titre 1 et des missions de l'hôpital. L'accès à la culture dans les hôpitaux, c'est quelque chose de tout à fait primordial. Je pense que de réintroduire cette démarche au sein des ARS aurait sans doute un effet de confusion entre les missions des différents services de l'État et la gestion sous forme conventionnelle entre les ARS et les DRAC de ces initiatives me paraît être le niveau suffisant pour satisfaire votre démarche. Et c'est pour cette raison que je serais très heureuse que vous retiriez votre amendement, puisqu'il est satisfait de façon très précise à l'article 1, au titre 1, c'est l'article 3, je crois, 4. 3 ou 4 3. C'est bien l'article 3 du titre 1. Madame Payet. Oui, je vous remercie, Madame la Ministre. C'est vrai que nous avons acté à l'unanimité à l'article 3 que les contrats d'établissement comporteraient bien un volet culturel. Pour autant, nous n'avons pas précisé les modalités. Cela reste bien entendu de la responsabilité de chaque établissement. Malgré tout, il nous semble important de garantir la qualité des interventions culturelles prévues. Aussi, pour ce faire, il nous semble utile de préciser, en s'appuyant sur le résultat très positif des expérimentations menées depuis 10 ans, que la mise en œuvre de ce volet culturel devra pouvoir être accompagnée par les ARS, en association avec les DRAC et les collectivités territoriales qui le souhaitent et qui disposent elles-mêmes de savoir-faire. Nous souhaitons donc vraiment que l'article L 1431-2 qui porte sur les missions confiées aux ARS puisse inclure la réflexion sur les politiques culturelles. Je souligne que la rédaction de cet amendement ne fait pas peser une contrainte vraiment extrême sur les 10 acteurs, puisque sont utilisés les verbes souhaite, encourage, favorise. Donc j'insiste sur l'importance de cet amendement qui permettra de garantir le sérieux et le professionnalisme des interventions dans le domaine culturel à l'hôpital. C'est pourquoi cet amendement, qui est vraiment très cher au cœur de Madame Morin-Desailly, je vais le maintenir. Merci. Le retire.
Vous maintenez votre amendement. Très bien. Alors, je vais faire voter sur l'amendement présenté par Madame Payette qui a recueilli deux avis défavorables du gouvernement et de la commission. Ceux qui sont favorables à l'adoption présentée par Madame Payet lèveront la main. Il faut compter là. Merci. Et ceux qui sont contre? L'amendement de Madame Payette est adopté. Nous avons maintenant deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune. L'amendement numéro 876 rectifié, présenté par Monsieur Desessard. Présidente. Bon, oui, je vais le défendre rapidement parce que l'amendement présenté par Monsieur Le Maine, il ressemble beaucoup. Et donc au choix du rapporteur de dire lequel il préfère. Cet amendement que je présente a pour objet de généraliser les registres des cancers en confiant aux agences régionales de santé le pilotage de leur mise en œuvre en coopération avec les observatoires régionaux de la santé. En effet, la mise en place des registres des cancers est une promesse du plan national santé-environnement et également une préconisation du groupe de travail santé du Grenelle de l'environnement. Merci. L'amendement numéro 1021 présenté par Monsieur Le Maine. Bien, écoutez, c'est le frère jumeau de celui qui vient d'être présenté par notre collègue de Cessard. Moi, je rappellerai simplement qu'en 2003, selon le souhait du président de la République, la lutte contre le cancer a été érigée en priorité nationale de santé publique, ce qui a abouti d'ailleurs à la mise en œuvre d'un plan, de premier plan quinquennal. Et en mars dernier, vous avez vous-même, Madame la Ministre, présenté les principales mesures du deuxième plan de lutte contre le cancer qui ont été élaborées à partir des recommandations remises par le professeur Grunfeld le 27 février 2009. Donc, nous souhaitons fortement que cette mise en place d'un registre régional des cancers chargé d'effectuer le recueil en continu et exhaustif des nouveaux cas de cancer pour chacune des ARS de notre territoire soit un moyen pour conduire, évaluer et améliorer la politique qui va être conduite dans le cadre de ces pathologies extrêmement importantes à traiter. Très bien. Merci. Quel est l'avis de la Commission sur ces deux amendements? Oui, Madame la Présidente, je sens que je ne vais pas faire plaisir à mon collègue de Cessard, ni d'ailleurs au collègue Le Maine, mais je vais leur répondre simplement que la mise en œuvre des registres des cancers, c'est fait déjà, et c'est fait par l'Institut de veille sanitaire en collaboration avec l'INSERM. Il n'y a aucune raison de changer d'organisme pour faire cette veille, donc c'est un avis défavorable aux deux amendements. L'avis du gouvernement? Oui, effectivement, l'objectif de M. Desessard est largement couvert. Nous avons actuellement 15 registres généraux qui ont pour objectif de couvrir 20% de la population métropolitaine. Les registres du cancer ont une expérience fort ancienne de l'épidémiologie. Vous voulez compléter ce dispositif sous l'égide des ARS en développant notamment une surveillance dans les départements non couverts, mais nous mettons cet objectif actuellement en œuvre par l'Institut national de veille sanitaire qui met en place un système multisource de surveillance des cancers et il permettra de surveiller l'émergence des nouveaux cas dans chaque région et autorisera des comparaisons entre chacune de ces régions. Alors vous souhaitez d'autre part que les observatoires régionaux de la santé appuient ces registres du cancer. Les ORS, évidemment, contribuent à mettre à disposition des informations générales sur la santé en recherchant des données aussi bien au niveau régional qu'au niveau infrarégional. Pour autant, ils ne sont pas chargés des registres du cancer et n'interviennent pas dans leur mise en place et je crois qu'il ne faut pas de confusion des responsabilités. Alors, l'amélioration de ces registres du cancer va faire l'objet de mesures très précises qui vont être inscrites dans le plan cancer qui va être publié dans quelques semaines, le plan cancer 2009-2013. S'il s'avérait
mais ce n'est pas sûr du tout qu'un certain nombre de ces mesures méritent un fondement législatif. Évidemment, nous les inscririons dans la future loi de santé publique, puisque la revision de celle-ci est inscrite dans nos futurs travaux. Mais pour l'instant, le dispositif de progression que vous souhaitez est d'ores et déjà à l'œuvre. Merci. Monsieur Desessard, vous maintenez votre... Merci. Monsieur Le Maine, de même. Merci beaucoup. Nous arrivons à l'amendement numéro 920 que défend Monsieur Autain. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Cet amendement vise pour contribuer à mieux équilibrer la répartition des médecins sur le territoire à s'inspirer de ce qui a été mis en place pour les infirmiers libéraux. Pour ces derniers, un arrêté ministériel a déterminé les critères communs permettant de définir les zones surdenses, de telle sorte que les missions régionales de santé puissent mener des études au niveau local afin de déterminer les zones surdotées. L'obligation réciproque de régulation de l'offre dans les zones surdenses a fait alors l'objet d'une circulaire adressée à tous les préfets de département ainsi qu'aux directeurs des URCAM. Il a été précisé par la ministre de la Santé et la secrétaire d'État chargée de la solidarité que ces nouvelles mesures seraient prolongées sans la moindre difficulté puisque la prise en charge de la globalité de cette régulation allait être confiée aux missions régionales de santé avant que les agences régionales de santé se voient confier, en plus de la définition des zones surdenses, le soin de veiller à sa mise en œuvre en lien avec les acteurs locaux. La disposition que nous vous soumettons n'est que le miroir adapté aux médecins des dispositions qui ont été prises pour les infirmiers libéraux. Il ne s'agit pas là d'une mesure à proprement parler répressive, elle vise plutôt à pondérer la cadence des installations en zone surdense en permettant, ce faisant, aux zones sous-dotées d'être un peu mieux loties. Nous sommes en effet à la croisée des chemins puisque l'on observe d'une part que les médecins privilégient leur installation selon des critères tels que la proximité de la capitale et en général des centres-villes, l'ensoleillement ou la proximité de la mer au détriment des zones rurales et des zones urbaines sensibles. D'une part, les projections de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé montrent que le potentiel démographique des médecins commence à baisser à partir de 2008, car le nombre de départs à la retraite sera plus important que le nombre de nouveaux diplômés jusqu'en 2025. Si l'offre de soins est appelée à se contracter, comme le rappelle le député Bernier dans son récent rapport pour la mission d'information sur l'offre de soins sur l'ensemble du territoire, la demande de soins risque en revanche de croître avec le vieillissement de la population et la forte prévalence des maladies chroniques. Notre amendement vise à prendre en compte cet avertissement et à le traduire rapidement en mesures concrètes. Madame la Présidente, la Commission a émis un avis défavorable à cet amendement présenté par le groupe CRCE-SPG, par cohérence avec les positions prises par elle-même qui ne prévoient pas de soumettre à autorisation administrative l'installation de praticiens libéraux. La comparaison avec les infirmières ayant eu lieu, il faut simplement rappeler que les infirmières l'ont fait par voie conventionnelle et non pas par voie de la loi. Donc c'est un avis défavorable sur l'amendement. L'avis du gouvernement ? Effectivement, cet amendement est tout à fait substantiel et il est un des points de fracture entre nous. Ça, on ne peut pas nier que ce soit un amendement tout à fait fondamental et qui oppose bien, qui fait une véritable ligne de démarcation entre la majorité et l'opposition. Effectivement, nous sommes très attachés à la liberté d'installation des professionnels libéraux. Nous allons trouver dans quelques instants, je l'espère, au titre 2, toute une série de mesures pour équilibrer la démographie médicale, pour pallier la désertification médicale et la désertification
qualification plus largement en professionnels de santé, par des mesures qui portent aussi bien sur les études, sur l'installation, sur les modes d'exercice, sur le développement des coopérations entre professionnels de santé. Nous allons aussi revenir sur la création d'un corps de médecins boursiers qui seront à la disposition, à la main des agences régionales de santé pour permettre de venir étoffer les zones sous-denses, mais tout cela dans le respect de la liberté d'installation. Le rapporteur a très bien dit que les mesures qui avaient été acceptées par les infirmières l'avaient été dans le cadre de la négociation conventionnelle et en échange d'ailleurs de prise en charge substantielle et d'aide extrêmement substantielle sur le plan financier pour les infirmiers et infirmières. Si, dans le cadre de la négociation conventionnelle, les médecins souhaitaient aller dans cette voie, ma foi, le gouvernement verrait bien la façon dont aboutiraient ces négociations conventionnelles. Oui, le président fait remarquer que ce serait étonnant, mais je le laisse faire cette observation in petto, si je puis dire. En tout cas, c'est un avis défavorable, et c'est un avis, j'allais dire, philosophiquement défavorable. Avant de procéder au vote, est-ce qu'il y a des explications? Monsieur Cazot. Bon, je crois que cet amendement, effectivement, est très important. On ne peut pas passer sous silence et le balayer d'un revers de main. Paradoxalement, je m'excuse auprès de nos collègues auteurs, on ne peut pas au détour d'un amendement, décider de quelque chose d'aussi important. Vous en conviendrez. Je crois que tout le débat se fera certainement au titre 2, à l'occasion de la démographie. On a quand même des moyens, Madame la Ministre. Le rapport Bernier, je crois que c'est vous qui en faisiez état, ou Monsieur Autain, nous a quand même donné pas mal de pistes. Et je crois que les entretiens que nous avons pu avoir les uns et les autres, autant avec les associations nationales d'étudiants en médecine que d'internes, nous ont donné aussi l'avis des jeunes, pas seulement de la CSMF, qui est plantée sur son conservatisme habituel. Donc je crois que il faut qu'il y ait un débat, Madame la Ministre, là-dessus. Et il faut que le débat soit plus riche, à mon avis, que ce que vous nous proposez. Parce que ce que vous nous proposez, ce sont quand même des pis-aller. Ce sont des processus d'attente ou d'appel, comme vous voudrez. Mais vous les renvoyez à 2012, parce que ça sera plus facile. Monsieur Abou le sait bien aussi. Peut-être de régler les problèmes en 2012, et certainement pas au début de l'année, mais après ce que vous savez, eh bien, que de les régler aujourd'hui. Donc je crois qu'il y a un véritable problème de démographie. Il faut en parler et il faut essayer de trouver des solutions. Et je crois qu'on ne pourra pas rester sur les propositions qui sont faites, sauf à décevoir grandement nos concitoyens et certainement aussi un grand nombre de tous ceux qui ont de la difficulté aujourd'hui, dans pas mal de départements, à trouver le médecin de premier recours que vous avez institué là, et qu'en matière de premier recours, très souvent, ce sont les médecins de dernier recours qu'ils essayent de trouver, et en vain parfois. Merci. Monsieur Autain. Oui, Madame la Présidente, oui, on ne va pas anticiper effectivement sur le débat qui aura lieu nécessairement au titre 2, mais je voudrais quand même dès maintenant faire remarquer à Monsieur le rapporteur qui s'en remettait à la négociation conventionnelle pour régler ces problèmes que jusqu'à présent, dans ce domaine et dans bien d'autres, la négociation conventionnelle a échoué. Hein. On a eu l'occasion, je crois, à l'occasion d'un amendement déposé par Monsieur Vassel, qu'il a retiré, de parler vaguement de cette fameuse négociation sur le secteur optionnel, hein, qui, contrairement à ce que vous avez indiqué, Madame le Ministre, n'a pas été commencé il y a quelques mois, qui a été commencé il y a bientôt 5 ans et qui est complètement enlisé. Comment pouvoir aujourd'hui faire confiance à la négociation conventionnelle pour régler des problèmes de l'importance de cela, à savoir
l'inégalité dans la répartition territoriale de l'offre de soins et les dépassements d'honoraires qui ne sont pas le sujet de cet amendement, bien entendu, mais je crois que le premier point, c'est qu'on ne peut plus faire confiance à la négociation conventionnelle et qu'il faudra bien, un jour ou l'autre, et le plus tôt serait le mieux, que le gouvernement, dans ce domaine, prenne ses responsabilités. Or, malheureusement, contrairement à ce que vous avez promis au fil des débats sur les lois de financement de la sécurité sociale, d'année en année, vous deviez, si les négociations conventionnelles n'aboutissaient pas, faire œuvre législative. Or, vous n'avez rien fait sur le plan législatif, vous continuez à vous en remettre à une négociation qui n'aboutit pas. Alors, l'autre point que je voudrais faire remarquer, c'est concernant la liberté d'installation des médecins. Alors vous en faites l'alpha et l'oméga de votre politique. Je pense que malheureusement, ça ne suffit pas pour répondre à la demande des patients. La liberté d'installation des médecins se fait au détriment des patients, puisqu'il est avéré aujourd'hui que cette liberté que vous avez défendue bec et ongle, et d'ailleurs vous n'avez pas beaucoup de mérite puisque vous aviez derrière vous la profession dans son ensemble, donc vous l'avez défendue, mais il faut reconnaître que ce qui a régressé, c'est l'accessibilité géographique et tarifaire de tous à des soins de qualité. Et ça a régressé. Je dirais que loin de s'améliorer, c'est en train de régresser. Donc, de ce point de vue-là, tout ce que vous avez essayé a échoué. Donc je crois que le moment est venu de remettre en cause une politique qui a échoué. Il ne suffit pas de dire « je suis attaché à la liberté d'installation des médecins » pour faire en sorte que tous les patients puissent être pris en charge comme ils le devraient. C'est évident. Donc il va bien falloir un jour essayer de remettre en cause les fondements de cette médecine ambulatoire, à savoir la liberté d'installation et le conventionnement systématique, quel que soit le lieu d'installation. Et enfin, pour terminer, je dirais que ce qui est possible pour les infirmiers, ce qui est possible aussi pour les pharmaciens. Les pharmaciens, ils s'installent bien dans des zones complètement désertes, et ils ont, que je sache, des familles, et il n'y a pas de problème majeur, il n'y a que les médecins qui ont des problèmes. Donc il y a une raison, je ne sais pas laquelle, mais toujours est-il que je trouve que dans ce domaine-là, on ne peut pas se recroqueviller sur une défense intangible de la liberté d'installation. Ça me paraît complètement dépassé par les besoins de la population aujourd'hui. Merci, mon cher collègue. Monsieur Leclerc a demandé la parole. Madame la Présidente, Madame la Ministre, on ne va pas faire effectivement un débat avant l'heure sur l'installation des médecins généralistes, mais je voudrais simplement dire en ce moment du débat que c'est vrai, nous sommes attachés à cette liberté d'installation et nous sommes bien convaincus que ce ne sont pas des mesures autoritaires et coercitives qui amèneront les jeunes médecins à exercer dans des zones défavorisées. Car en amont, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, même si vous étiez coercitif, chers collègues, c'est que vous allez voir se tarir les vocations de médecins. Comment des jeunes vont faire une dizaine d'années d'études pour se voir obligés d'exercer dans des zones qu'ils ne trouvent pas attractives pour des raisons que l'on connaît. La deuxième chose que je voudrais dire, aujourd'hui il y a des statistiques, nous n'avons jamais tant eu de médecins, mais aujourd'hui un jeune médecin attend 10 ans avant de s'installer. Il n'y en a que 30% des diplômés qui vont s'installer en médecine générale, quel que soit le lieu géographique. Réfléchissez pourquoi les jeunes hésitent à aller dans un exercice libéral, dans un exercice qui a ses contraintes et qui n'offre pas les garanties qu'ils sont en droit d'attendre au bout de 20 années d'exercice professionnel, puisqu'il y a le temps de formation et ensuite le temps de remplacement, etc. Donc, le deuxième aspect, c'est l'aspect conventionnel. C'est le seul qui soit possible. Mais pourquoi aujourd'hui il y a un tel blocage dans le système conventionnel? Interrogez-vous. Quand l'autre jour on évoquait les honoraires à un juste prix, eh bien oui, mais de quel droit, quelle est la légitimité des partenaires sociaux de la CNAM pour avoir des positions aussi bloquées sur des tarifs qui ne correspondent à aucune prestation
chirurgicale pour un certain nombre d'entre elles. Je vous avais dit, mais bien sûr, faut quand même être raisonnable quand j'évoquais 300 €, une hernie discale brute. Regardez ce qu'il reste en net, vous allez vous embêter de prendre ses responsabilités, d'effectuer ces actes techniques pour un salaire que, en tant qu'élu, vous ne voudriez pas en tant qu'indemnité. Alors, n'exigez pas des autres ce qu'on n'est même pas foutu d'avoir pour nous. Et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, le système conventionnel, il est bloqué parce que vous avez un partenaire qui campe sur des positions qui sont totalement irréalistes. Et j'avais posé la question, de quel droit? Merci. Monsieur Barbier. Oui, Madame la Présidente, chers collègues, Mesdames les ministres, je crois qu'effectivement on aborde une question qu'il n'est peut-être pas lieu de discuter à cet endroit, mais moi je suis quand même très surpris des travaux de notre Haute Assemblée qui, d'une manière systématique, envers une profession dont on sait qu'il y a une pénurie extrême de médecins qu'on essaie de corriger par diverses mesures, de vouloir prendre des sanctions ou des mesures incitatives, mais enfin très coercitives, serait excessivement dangereux. Alors moi je suis, Madame le ministre, c'est un problème philosophique de base, nous aurons à nous prononcer, mais c'est quand même un petit peu curieux que dans cette haute assemblée, on ait des attaques aussi violentes comme celle qui a été lancée par un de nos collègues socialistes la semaine dernière, qui a pu dire que les internes et les chefs de clinique coûtaient à la société, quand on sait le travail qui est exercé dans les hôpitaux publics par ceux-ci, c'est proprement scandaleux d'entendre ça. Et puis j'ajouterais que même Madame le ministre, il faudrait dire à vos services qu'ils vous donnent des chiffres exacts, puisque la semaine dernière, vous avez avancé que les praticiens hospitaliers avaient un salaire de 7 350 € brut. Je vous signale qu'il s'agit du salaire net et que le salaire brut est de 5 800 € en fin de carrière, c'est-à-dire après 25 ans d'activité hospitalière, et que pour celui qui entre dans la carrière de praticien hospitalier, le salaire net est de 3 200 €. Alors je crois qu'il faut ramener les choses à leur juste propos et que dire à vos services qu'ils vous donnent des renseignements exacts. Je peux vous donner les décrets que vous avez pris concernant cette affaire-là. Non, mais les primes sont accessoires, elles sont de 450 € par mois que vous pouvez ajouter effectivement pour les praticiens hospitaliers. Je veux bien vous concéder ces 450, mais entre 7 350 bruts et le net, 22% de charges sociales, ça ne fait pas, c'est simplement un rectificatif que je pense qu'il fallait faire. Merci, mon cher collègue. Monsieur le Président Fischer. Oui, moi je suis très heureux que notre amendement suscite cette discussion, mais je ne laisserai pas passer ce qu'a dit Dominique Leclerc, parce que c'est trop facile de mettre sur le dos de la Caisse nationale d'assurance maladie et de trouver à travers la politique menée par la CNAM eh bien, les maux auxquels nous sommes confrontés, que les médecins sont confrontés, etc. Bon, la négociation conventionnelle, on sait bien, et ça je l'ai répété plusieurs fois, on sait bien que dans cet amendement d'appel sur l'offre notamment, et de telle façon que tous les territoires puissent se voir et permettre doter de professionnels de santé véritablement impliqués, que les patients les plus démunis, ceux qui sont les plus défavorisés, ceux dont on parlait, de l'exclusion. Bon, moi je ramène toujours mon quartier des Minguettes, mais c'est comme ça, et je vois bien des quartiers qui se ghettoisent, eh bien l'inégalité d'accès aux soins est en train de grandir, de se creuser, et que ça c'est un des points fondamentaux. Et puis par rapport notamment à la négociation conventionnelle. Bon, on sait bien quand même que c'est Madame la ministre qui décide de tout. Elle décide de tout. Et notamment en termes de politique tarifaire, bon, pour participer avec un certain nombre de mes collègues aux petits déjeuners qui sont organisés par la Caisse nationale d'assurance maladie, il y a le tuteur. Moi, je l'appelle le proconsul sanitaire.
c'est-à-dire M. Van Rockeghem. Je le lui ai dit, et on sait bien que M. Van Rockeghem, eh bien, dans les négociations conventionnelles avec les médecins, je prends une par exemple, pour passer la consultation de 22 à 23 €, eh bien, elle est conditionnée notamment aux réductions de dépenses et notamment au bon vouloir de la ministre, Madame Bachelot. C'est pas autre chose. Et il y a toujours des moments privilégiés qui feront que telle ou telle politique tarifaire, qui est absolument aujourd'hui, allez, est-ce qu'on peut dire cela, étatisée, eh bien, fait qu'il y a un mécontentement chez les professionnels de santé. Tous les professionnels de santé, parce que on leur tape pas dessus, on les fréquente, nous sommes des malades en puissance, nous y allons régulièrement, et qu'est-ce qu'ils vous le disent? Eh bien, notamment les chirurgiens dont vous faites partie, Monsieur Barbier. Eh bien, ouais, non, mais vous m'aurez compris, c'est pas une attaque personnelle, mais que les tarifs ont été bloqués et sont bloqués, et qu'à partir de là, c'est sous-jacent. Eh bien, c'est que la politique de dépassement qui permettra à un certain nombre de professionnels de vivre décemment. Alors certainement que le problème de la réactualisation des politiques tarifaires est posé, mais qu'en même temps, eh bien, il ne faut pas faire payer à la CNAM et surtout aux patients, aux familles, eh bien, des dépenses qui ne doivent pas être, qui devraient être assurées par la nation et par la solidarité nationale. C'est un des problèmes. Si, mon cher collègue, s'il n'y a pas d'autres explications de vote, je vais mettre aux voix l'amendement présenté par M. Autain et le groupe communiste, amendement qui a recueilli un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Ceux qui sont favorables à son adoption lèveront la main. Ceux qui sont contre. L'amendement n'est pas adopté. L'amendement 1050 que défend Monsieur Lemaine. Merci Madame le Président. Donc c'est un amendement moins passionnel que celui que l'on vient de voir. On ne le dira jamais assez, l'efficacité d'un système de santé repose sur l'organisation de l'offre de soins curatifs, mais aussi sur la capacité à agir en amont par la prévention. Or, nous le savons, notre approche de la santé et les moyens que nous y consacrons privilégient largement les aspects curatifs au détriment du préventif, bien trop souvent passé au second plan. Cette vision de la santé ne va pas sans conséquences, et vous le savez, car si l'on ne peut nier que la médecine soigne de mieux en mieux, et c'est bien, l'on doit bien aussi reconnaître que notre pays est marqué par un niveau de mortalité prématurée lié à des facteurs en partie évitables. Cet amendement que nous présentons a pour objectif de demander aux agents régionaux de santé de répertorier l'ensemble des associations qui effectuent des actions de prévention en santé publique afin de pouvoir éventuellement faire appel à elles dans le cadre de ces missions en matière de prévention et d'éducation thérapeutique du patient. En effet, de plus en plus d'associations travaillent sur les questions de prévention en santé publique. Il serait donc judicieux pour que les ARS les répertorient pour les impliquer dans certains programmes ou de coordonner leur action. Merci. L'avis de la Commission. La Commission a émis un avis défavorable à l'amendement présenté par le groupe socialiste, estimant qu'on ne pouvait imposer aux ARS de procéder à un inventaire exhaustif des associations de prévention intervenant dans leur ressort, même s'il est évidemment souhaitable qu'elles puissent coopérer avec elles. Donc c'est un avis défavorable. L'avis du gouvernement, Madame la Ministre. Même avis que le rapporteur. Bien. S'il n'y a pas d'explication de vote, je fais voter sur cet amendement. Ceux qui sont favorables voudront bien lever la main. Ceux qui sont contre. Il n'est pas adopté. L'amendement 1053 que défend Monsieur Daudigny. Madame la Présidente, Mesdames les ministres, mes chers collègues, la question de l'accessibilité aux soins est bien au cœur de cette réforme et je ne ferai à personne ici le procès de vouloir la négliger.
Or, si cet aspect dépend non seulement de la démographie médicale, de la répartition géographique des professionnels de santé, sujet qui vient d'être évoqué, de leur accessibilité financière pour l'usager, le temps de parcours en est également une condition discriminante et essentielle. C'est pourquoi cet aspect de l'accessibilité aux services de santé doit expressément figurer au titre des missions de l'agence régionale, dont la création poursuit cet objectif principal. Les compétences transversales de l'agence lui donneront une vision étendue de la question des transports qui, corrélée avec la carte des services de santé, doit permettre d'opérer une répartition qui tienne compte des besoins de l'ensemble du territoire. Cet amendement s'inscrit au surplus dans la ligne droite de celui qui a été adopté pour l'article 14 à l'Assemblée nationale, article 1411-11, qui indique que, en termes de proximité, celle-ci doit s'apprécier en distance et en temps de parcours. Il convient de rappeler que de récentes enquêtes ont montré l'augmentation alarmante des renoncements aux soins, particulièrement de la part de personnes les plus vulnérables. Les ARS doivent être un outil de lutte contre cet état de fait et celui proposé en constitue l'un d'eux. L'amendement est réaliste dans sa rédaction et sa proposition. Il propose donc de fixer des durées maximales d'accessibilité et propose que les agences contribuent donc à en assurer l'effectivité. Je dis bien contribuent. Mon cher collègue, l'avis de la Commission. Madame la Présidente, l'amendement présenté par le groupe socialiste propose donc, comme l'a dit notre collègue Dodini, de fixer les durées maximales d'accessibilité. Évidemment, c'est une mesure qui est extrêmement difficile à appliquer parce qu'on se demande quels sont les critères que nous devons prendre pour fixer ces durées maximales d'accessibilité. Est-ce que ce sont des critères de géographie, des critères de locomotion, des critères en fonction d'offres de soins, des critères en fonction de la pathologie? Ça devient extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, donc la Commission a émis un avis défavorable. L'avis du gouvernement. Oui, si je comprends à la suite du rapporteur qu'effectivement le maillage de l'offre de soins doit s'exprimer en fonction de topologie, de durée de parcours, pour assurer un maillage le plus efficace et le plus en proximité possible, il est évidemment impossible de le traduire d'une manière législative pour les excellentes raisons que vient de donner le rapporteur. Différence de climat, de topographie, de moyens de locomotion, mais bien entendu les ARS intégreront ce critère dans le maillage territorial qui sera de leur responsabilité. Donc pour cette raison, un avis défavorable. Bien. Monsieur Daudigny. Merci Madame la Présidente. Oui, moi, je regrette cette argumentation que je ne comprends pas bien. Je ne vois pas pourquoi on ne prendrait pas en compte cette notion qui est absolument fondamentale aujourd'hui, qui est celle du temps de parcours. Et je voudrais citer un autre exemple. Alors, ça n'a évidemment aucun rapport avec la santé, mais dans l'accessibilité, par exemple, à des services publics comme les bureaux de poste, il est tenu à la fois compte des kilométrages, des distances et aussi des temps de parcours. Monsieur Cazot. Oui, c'est quand même assez curieux d'avoir comme argumentation de refus on ne sait pas comment organiser l'affaire, donc c'est défavorable. C'est très curieux comme logique. En fait, nous savons très bien, particulièrement dans les milieux ruraux, il y a des temps d'intervention, notamment dans les périodes de garde, notamment la deuxième partie de la nuit, puisque c'est celle où SAMU intervient seul, souvent, eh bien, où manifestement, certaines personnes en milieu rural n'ont pas la chance de pouvoir survivre à un accès aigu, comme c'est le cas dans d'autres secteurs, notamment les milieux urbains. Il n'y a pas de raison que ces milieux soient défavorisés. Dans mon département, peut-être spécifique, Madame la Ministre, j'en sais rien, c'est un grand département, eh bien, il y a des secteurs où, dans cette deuxième partie de la nuit, il faut 25 à 30 minutes au SAMU pour accéder à un malade. Or, en 25-30 minutes, vous avez beaucoup de pathologies où, manifestement, le SAMU et les interventionnistes, ceux qui interviendront, arriveront trop tard. Donc, ça vous serait très possible d'instituer un temps moyen. Alors, c'est vrai qu'en instituant un temps moyen, monsieur le rapporteur,
Et oui, eh bien, il faut se donner aussi des moyens. Il faut se donner aussi des moyens. Et c'est vrai que avoir un seul centre SAMU au centre d'un département très grand et ne pas se donner les SMUR correspondants, bien sûr ça coûte un petit peu, mais ne pas donner les SMUR correspondants qui permettraient de compléter l'action de ce SAMU, eh bien, évidemment, on ne règle pas le problème, donc on tombe dans l'impossibilité et on dit comme monsieur le rapporteur, c'est pas possible ou c'est trop compliqué, donc c'est défavorable. Je trouve que c'est une solution trop facile. Autain. Merci Madame la Présidente. Je trouve que cet amendement est bienvenu et que par conséquent, nous le voterons. Je voudrais signaler pour illustrer la démarche de nos collègues socialistes que dans le rapport de Marc Bernier, il était précisé que cette durée ne devait pas excéder 30 minutes. Donc dans ce rapport, on fixait bien une limite au-delà de laquelle on ne pouvait pas imaginer que les soins pouvaient être dispensés dans de bonnes conditions. Donc je pense qu'il faut avoir à la pensée cette durée pour imaginer qu'on puisse adopter un amendement comme celui-là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres explications de vote? Non, je fais... Oui. Oui, merci. Je voudrais donc soutenir effectivement cet amendement, simplement pour dire, mais on aura l'occasion de développer tout à l'heure, quand le collègue Patient va présenter ses amendements, le cas particulier de la Guyane également. Je veux dire que si c'est 30 minutes, en Guyane, à l'intérieur du pays, du territoire, c'est 1 heure quelquefois, comme on ne peut pas utiliser les hélicoptères, c'est le lendemain. Et le premier CHU se trouve à la Martinique, c'est 2 heures de vol. Donc je crois qu'il est bon, à l'instar d'ailleurs de ceux qui existent au niveau des secours par les sapeurs-pompiers, on peut déterminer un temps moyen et effectivement il faudrait dès lors développer une politique également de moyens. Merci. Il n'y a plus d'explication de vote. Je fais voter sur cet amendement. Ceux qui sont pour son adoption voudront bien lever la main. Ceux qui sont contre. Pas d'abstention. L'amendement n'est pas adopté. Amendement 1328 présenté par le gouvernement. Madame la ministre. Oui, Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, c'est à nouveau un amendement de cohérence suite au texte que nous avons voté mercredi sur la rédaction de l'article L 1431-2. L'article 1435-4, en effet, prévoit expressément que l'ARS alloue des crédits du Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins, le fameux FIX, que vous connaissez bien, du moins ceux et celles d'entre vous qui suivent la loi de financement de la sécurité sociale. Puisque ce levier financier n'était pas explicitement confié à l'ARS dans l'article L 1431-2 que nous examinons, il convient par cohérence de prévoir les modalités d'attribution du fisc à l'ARS et c'est un levier évidemment totalement indispensable dans le cadre de sa mission, dans le cadre de la mission d'organisation qui est confiée à l'ARS. En particulier, on peut le citer, mais ce n'est pas exhaustif pour les maisons de santé pluridisciplinaires. Donc c'est un amendement de cohérence par rapport à nos votes précédents. La Commission. Oui, Madame la Présidente, la Commission a émis un avis de sagesse, étant donné que ces dotations dont parle Madame la Ministre étaient attribuées par les missions régionales de santé que remplacent les ARS, à qui il reviendra de les attribuer. Par ailleurs, le texte prévoit également les compétences de l'ARS en matière de contrôle, c'est le petit D du 2 bulles de l'article L 1431-2. Il ne semble donc pas utile de compléter le texte par cet alinéa et de faire référence au fixe déjà mentionné dans l'article sur la contractualisation de la page 130, comme on vient de le rappeler dans le texte de la Commission. Donc c'est un avis de sagesse. Merci. Je ne vois pas... Monsieur Vassel. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, je m'interroge sur la pertinence de la totalité de la rédaction du texte comme le rapporteur.
le rapporteur ayant émis un avis de sagesse en considérant que tout l'aspect contrôle n'avait pas forcément sa place dans cet alinéa. Donc la question que je me pose, il faut qu'on aille jusqu'au bout du raisonnement pour être complètement en cohérence avec les dispositions que nous avons adoptées antérieurement. Est-ce que le rapporteur propose un sous-amendement à l'amendement du gouvernement, ou est-ce que le gouvernement envisage de rectifier son amendement pour tenir compte des observations faites par le rapporteur? Parce qu'effectivement, va se poser ensuite, pour l'exercice du contrôle, les moyens qui seront mis à la disposition de l'ARS pour assurer ces contrôles. Déjà, nous considérons que la CNAM dispose de moyens parfois insuffisants pour exercer ses missions de contrôle. S'il faut envisager des transferts de personnel de la CNAM vers les ARS pour assurer ces missions de contrôle, qu'est-ce qui restera à la CNAM pour exercer ses missions de contrôle pour les actions de gestion du risque au niveau national? Donc je crois qu'on a besoin de bien comprendre l'articulation qui va se mettre en œuvre. Je pense qu'il serait utile que Madame le ministre puisse nous éclairer sur ces points de telle manière à ce qu'il n'y ait aucune ambiguïté dans l'application des textes le moment venu entre les deux acteurs. La CNAM d'un côté, qui doit exercer des missions de contrôle, et puis les ARS qui devront également exercer des missions de contrôle. Comment vont se compléter ces actions et comment éviterons-nous des tensions ou des concurrences éventuelles entre les deux acteurs? Madame le ministre. Non, je pense que les tensions ne sont pas à craindre. Je parle également, le secrétaire général Jean-Marie Bertrand est là au banc et mène ces négociations avec les différents échelons de l'assurance maladie. Bien entendu, actuellement, les personnels qui sont chargés du contrôle de ces actions et de la mise en œuvre du fixe seront évidemment affectés aux ARS dans le cadre des affectations de personnel qui se partagent entre l'assurance maladie. Il y a absolument aucun souci. Non, les missions de contrôle seront effectivement assurées par l'ARS. Merci. Pas d'autres demandes d'explication de vote. Je mets aux voix l'amendement du gouvernement. Ceux qui sont favorables, lèvent la main. Ceux qui sont contre, abstention. L'amendement est adopté. L'amendement 913 que défend Monsieur Autain. Non. Madame Gontier-Morin. C'est bon là? Merci Madame la Présidente, Mesdames les Ministres, mes chers collègues. La rédaction proposée par cet article 26 visant à procéder à la réécriture de l'article 1432-1 du Code de la santé publique précise que les agences régionales de santé organisent la veille sanitaire, l'observation de la santé dans la région, recueillent et traitent les signalements d'événements sanitaires. Il dispose également que les agences régionales contribuent à l'organisation de la réponse aux urgences sanitaires et à la gestion de la situation du risque. Notre amendement vise donc à compléter ce qui est actuellement prévu en précisant que ces actions et ces programmes contribuent à réduire les inégalités territoriales de santé. Ces inégalités s'analysent aujourd'hui comme un véritable frein dans l'accès aux soins et s'accompagnent, d'après le rapport remis par M. Flageolet, d'inégalités territoriales de l'action sociale dans son ensemble. On ne peut que valider cette réflexion qui témoigne de ce que nous dénonçons. Les professionnels de santé suivent le même mouvement d'abandon des territoires que l'ensemble des services publics. Nous considérons donc que les agences régionales de santé doivent intégrer la lutte contre les inégalités territoriales et sociales comme une priorité des agences régionales de santé. C'est l'objet de cet amendement. Merci. L'avis de la Commission? Défavorable, Madame la Présidente. L'avis du gouvernement? Défavorable, puisque cet amendement, l'objectif de cet amendement est explicitement couvert par les missions confiées aux agences régionales de santé. Donc, c'est une demande de retrait ou un avis défavorable, non pas sur le fond, mais parce que, effectivement, il est déjà satisfait. Vous maintenez votre amendement? Bien. Alors, je fais voter sur l'amendement présenté. Ceux qui sont favorables à son adoption? Ceux qui sont contre, il n'est pas adopté.
L'amendement 1047, c'est Monsieur Lemaine qui le présente. Madame la Ministre, l'accessibilité des personnes en situation de handicap dans la vie ordinaire constitue un des axes forts du projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées par la loi du 11 février 2005, sur lequel de nombreuses associations sont mobilisées afin que ce principe ne reste pas lettre morte, faute de nombreuses dérogations. La loi du 11 février 2005 prévoit dans son article 45 que la chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, des systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Concernant le cadre bâti plus précisément, l'article 41 stipule qu'une collectivité publique ne peut accorder de subvention pour la construction, l'extension et la transformation du gros œuvre d'un bâtiment que si le maître d'ouvrage a produit un dossier relatif à l'accessibilité. Cet amendement s'inscrit dans une démarche de responsabilisation des ARS afin qu'elles soient chargées de veiller à la mise en accessibilité des lieux de soins, de dépistage, de prévention, ainsi que des établissements médico-sociaux. Car en effet, si aujourd'hui l'accès aux soins spécifiques des personnes en situation de handicap est en partie assuré en France, ce n'est souvent pas le cas ni des soins courants, ni des actions de dépistage ou de prévention. Et pourtant, nul ne l'ignore, la morbidité et la mortalité de ces personnes sont plus élevées que celles de la population générale, non seulement du fait de leur handicap, qui les prédispose à un risque plus élevé de pathologie, mais également du fait d'une prise en charge médicale souvent insuffisante ou inadéquate. Ces problèmes d'accès aux soins ne faisant d'ailleurs que s'accroître lorsque les personnes sont polyhandicapées et handicapées mentales. Parce que l'accès aux soins primaires et préventifs est un des enjeux majeurs de l'égalité des chances, cet amendement vous propose d'apporter une réponse à une des causes identifiées de cette inégalité, l'inaccessibilité physique des structures aux personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap. Merci, Monsieur Lemaine. L'avis de la Commission ? La Commission a considéré que cet amendement était satisfait puisque la loi du 11 février 2005 a prévu les obligations en la matière et leurs conditions d'application. Donc elle demande un retrait ou un avis défavorable. L'avis du gouvernement, Madame le ministre. Même avis, Madame la Présidente, pour les mêmes motifs. En fait, la loi du 11 février 2005 prévoit toutes les conditions nécessaires aujourd'hui pour faire appliquer la loi pleinement, y compris dans les établissements médicaux et médico-sociaux. Merci. Monsieur Lemaine. Écoutez, j'en accepte l'augure, donc je retire mon amendement. Merci. L'amendement 1048 que défend Monsieur Patient. Madame la Présidente, Mesdames les ministres, mes chers collègues, cet amendement vise à compléter l'article 26 par un alinéa ainsi rédigé. Dans les départements et régions d'outre-mer, les agences régionales de santé organisent l'offre de soins au niveau régional dans les conditions définies par la loi. En effet, mes chers collègues, dans les départements et régions d'outre-mer, compte tenu de l'isolement de ces territoires par rapport à l'Hexagone, il est urgent d'aider au développement et renforcement de la coopération interrégionale. L'offre de soins à l'échelle interrégionale est un élément primordial à mettre en place. Les concepts de mutualisation et de complémentarité sont incontournables pour améliorer l'offre de soins afin de s'inscrire dans une logique de santé publique. Or, cette coopération est difficilement réalisable compte tenu des situations géographiques de ces territoires. Par exemple, dans la zone Antilles-Guyane, les transferts vers les structures les plus proches se situent au mieux à 2 heures d'avion, sinon à une journée d'avion lorsque les compétences requises sont absentes et quand il y a un avion. La mise en place du schéma interrégional d'organisation sanitaire de la zone Antilles-Guyane est un pas certes non négligeable qui témoigne de cette volonté de coopération et de souci de qualité apporté aux populations de ces départements, mais elle est insuffisante. L'acceptation de cet amendement permettra à l'État d'adopter les dispositions indispensables à la réalisation de ces coopérations afin que ces départements-régions deviennent autonomes sur le plan sanitaire et puissent ainsi offrir un panel de soins complet.
Merci, mon cher collègue. L'avis de la Commission, Monsieur le Président. Oui, Madame la Présidente, l'amendement de notre collègue est satisfait par les dispositions figurant à l'article suivant. Avis du gouvernement, Madame le Ministre. Oui, effectivement, un avis défavorable. C'est vrai que la situation particulière de nos concitoyens ultramarins doit leur permettre d'avoir une offre de soins de proximité, de relative proximité, surtout évidemment une offre de soins de qualité, mais la loi n'est pas requise pour cette mise en œuvre. C'est une démarche d'ailleurs que nous avons déjà largement amorcée et les agences régionales de santé auront pour mission d'approfondir ces démarches interrégionales. Il faut en plus convenir qu'il faut aussi approfondir les coopérations avec les départements et j'aurai l'occasion d'y revenir lors de la discussion de l'article 33 puisque le gouvernement a l'intention de développer une coopération du type que vous souhaitez entre la région de la Réunion et le département de Mayotte. Donc il faut laisser les possibilités et d'avoir une agence de santé qui serait commune à un département et à une région. Donc il faut laisser beaucoup de souplesse à ces coopérations interrégionales que, comme vous, je défends. Mais je pense que c'est vraiment pas du niveau législatif qui risque plutôt d'émettre un carcan que de privilégier des démarches ad hoc. Monsieur Patient, vous maintenez votre amendement? Monsieur Desessard a demandé la parole. Oui, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, je voudrais insister effectivement non seulement sur la spécificité de l'outre-mer, mais également la différence entre les départements d'outre-mer. Parce que quand on va à Mayotte, effectivement, la proximité est là et il y a un grand hôpital. Bon, mais quand on va en Guyane, alors là, c'est effectivement pas du tout la même chose. Alors je sais qu'on dit que la Guyane c'est la grandeur du Portugal ou de la Belgique, on ne sait pas exactement, mais enfin c'est très très grand. Et donc la question se pose de façon cruciale. Et donc il faut tenir compte de cette spécificité et des moyens qu'il faut donner par rapport à un département comme la Guyane, ou alors ça veut dire qu'on n'en tient pas compte réellement. Ok, on prend des mesures générales, les mesures générales elles doivent bien avoir des caractéristiques particulières par rapport à un département comme la Guyane. Et puisque mes collègues guyanais sont là, je vous rappelle, Madame la Ministre, un voyage que vous avez fait il y a 1 an. Ah oui, parce que vous êtes allé en pirogue à Twenke, donc mais ils connaissent bien mes collègues guyanais, ils savent les conditions difficiles des villages amérindiens et des mêmes bouchers. Non mais moi je voudrais surtout, Madame la Ministre, que l'engagement que vous avez pris auprès du village amérindien de Twenke, vous pourriez qu'il y ait la réhabilitation qui est vraiment pas chère du centre médical de prévention. Voilà, c'était le dire. Une fois vous m'avez dit que vous alliez me donner une réponse positive, donc j'attends cette réponse positive avec impatience. J'espère qu'on finira le traitement de cette loi avant vendredi soir, donc j'espère que la réponse positive sera là avant vendredi soir. Donc, mais j'aurai l'occasion d'appuyer les demandes spécifiques de mes collègues guyanais, compte tenu de l'immensité du territoire et des difficultés de communication sur d'autres sujets comme par exemple le centre médical d'Apatou et d'autres, mais nous aurons l'occasion de revoir ça lors d'autres amendements. Monsieur Patient, vous vouliez dire un mot? Vous maintenez votre amendement? Vous maintenez. Alors je vais mettre aux voix cet amendement. Ceux qui sont favorables à son adoption lèveront la main. Ceux qui sont contre? S'il vous plaît, nous allons faire un vote assis debout. Pour ceux qui sont favorables, voudront bien se lever. Merci, vous pouvez vous asseoir. Ceux qui sont contre cet amendement voudront bien se lever.
Il n'est pas adopté. L'égalité, il n'est pas adopté. Vous venez de suivre l'examen du projet de loi Hôpital, Patients, Santé et Territoire. Tout de suite, le journal de 18 h. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur Public Sénat.